Merveilleux. Voilà, vous avez l'examen, le guide d'études. Il est ici. On l'ouvrira avec Notability. Créer une nouvelle note. C'est terminé. Merci énormément dans votre journée pédagogique. J'espère le faire le plus rapidement possible pour que vous puissiez continuer de vous reposer. Donc, c'est sûr qu'on sera fini à 12h30 parce que la direction nous offre le barbecue avec tous les enseignants. Donc, c'est sûr que ce sera fini pour 12h30, mais j'espère pouvoir dire vers midi que tout sera terminé. Premièrement, on commence par déterminer l'expression d'une constante d'équilibre à l'aide d'une équation chimique. Donc, si on prend une expression chimique très simple qui va être quelque chose de plus petit que ça, comme ça. Si on a 2 H2O gazeux qui est en équilibre avec du H2 plus du O2 gazeux, et voilà, là, ça va être rebalancé, ça va être 2 H2. Donc, si je vous demande c'est quoi la constante d'équilibre, je vous rappelle, constante d'équilibre, c'est toujours une constante de concentration ou de pression. Bien, la constante de concentration, c'est les concentrations des produits sur les réactifs. Et donc, on va avoir comme produit le H2 fois, pas plus, le O2 sur le H2O qui est gazeux. Donc, on va pas besoin de mettre les états là-dedans. Bien sûr, les exposants, les coefficients deviennent les exposants. Donc, le H2O va être à la 2 et finalement, le H2 également sera à la 2 comme ceci. Si j'avais à faire le Kp de cette réaction-là, le Kp de cette réaction-là, c'est la même chose, mais c'est juste la pression du H2 à la 2 fois la pression du O2 à la 1 sur la pression du H2O à la 2. Donc, voilà. Si je change quelque chose, donc si à la place que mon H2O soit gazeux, je le mettais liquide. Donc, si à la place d'être du H2O gazeux, c'était du H2O liquide, bien, on aurait eu que notre Kc serait encore produit sur réactif, mais on se rappelle, les solides et les liquides n'apparaissent pas. Donc, on aurait eu du H2O, ça serait juste H2 fois O2. Même chose pour le Kp, mais ça ne changerait pas et ça ressemblerait à quelque chose comme ceci. Si là, on va imaginer quelque chose, imaginons qu'on est à moins 273 degrés Celsius et que mon H2, mon O2, il n'est pas gazeux, il est solide. Ça va faire un plus beau S. Si mon H2, il est solide, ben on va juste avoir, encore là, on va barrer le O2 et on barrerait le O2 dans les deux. Par contre, si le O2, il est aqueux, donc si le O2, il est aqueux, pour le Kc, ça ne changerait absolument rien. Ça serait encore le H2 à la 2 fois le O2, alors que pour le Kp, ça serait impossible d'avoir un Kp, pas parce qu'il y a un liquide, mais bien parce qu'il y a un aqueux. Le fait d'avoir une molécule aqueuse fait que c'est impossible d'avoir une constante d'équilibre à partir des pressions. Donc, voilà. Interpréter une constante d'équilibre, sachant qu'on favorise, pour savoir si on favorise la réaction directe ou inverse pour l'atteindre, bien ça, c'est un très, très beau point qu'on peut faire. Prenons la même molécule qui est H2 plus O2 qui est en équilibre avec du H2O liquide. Cette réaction-là a une constante de pression, tiens, qui est égale à, ça c'est 2, et de 100. La question que je vous pose, est-on à l'équilibre si, au début, j'ai 10 kPa de celui-ci et j'ai 0,1 kPa de celui-ci. Et donc,
pour faire la constante d'équilibre, on sait que c'est 100 est-il égal à 10 à la 2 fois 0,1 à la 1. Et donc, si je pitonne tout ça, ben 10 à la 2 fois 0,1, ça me donne est-il égal à 10. Et là, pour les mathématiciens qui sont à l'aise, ils vont dire que non, ce n'est pas égal, 100 n'est pas égal à 10. Conséquence, ceci, ce n'est pas à l'équilibre. Comme ce n'est pas à l'équilibre, c'est parce que ceci est trop petit, parce que 10 n'est pas assez grand par rapport à 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que mon rapport produit sur réactif va monter pour atteindre, pour devenir 100. Parce que là, on est présentement à 10, on va devoir le monter jusqu'à 100. Fait que pour le monter, comment on va faire ça? Bien, on va augmenter les produits tout en diminuant les réactifs. Donc, dans le R, on dirait qu'on va favoriser la réaction directe. On va donc faire plus X, on aurait celui qui est liquide qui ne nous intéresse pas. Et donc, à l'équilibre, j'aurais 10 plus X, 0,1 plus X, et ça me donnerait une valeur comme ça positive. On a favorisé la réaction directe. Oui, Arish. Je comprends pas pourquoi il faudrait augmenter les produits tout en diminuant les réactifs. On peut pas genre soit augmenter les produits ou soit diminuer les réactifs. Non, parce que le concept de la balance, c'est impossible de juste augmenter les produits parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Fait que pour augmenter les produits, nécessairement, il va falloir qu'on diminue les réactifs. C'est juste, on va transformer les réactifs en produits, ce qui va faire que le rapport va être plus grand, ou on va transformer les produits en réactifs, ce qui va faire qu'il va diminuer le rapport. Ok, merci. Et là, c'est pas du tout ça le problème, mais je pourrais même dire que à l'équilibre, mon équilibre est de 100. Et là, ça me donnerait 10 plus x à la 2 fois 0,1 plus x. Là, je me ramasserai avec des x3 puis j'aurai pas de plaisir. Ça fait que ça ne sera pas à l'examen, mais c'est un problème type comme ça qui pourrait arriver. Donc voilà. Si votre rapport produit sur réactif, il est trop petit, c'est qu'on a favorisé la réaction. On va favoriser la réaction directe pour augmenter ce rapport-là, alors que si le rapport était trop grand, donc si on va prendre une autre couleur, tout prendre ça de même, au complet. Ah, c'est pas mis. Voyons. Si je le mets en rouge, si à la place d'avoir 0,1 kPa, j'avais 10 kPa ici, ben j'aurais 10 fois 10, ça me donnerait 1000. 1000 n'est pas égal à 100, c'est en effet trop grand. Comme c'est trop grand, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir favoriser la réaction inverse. Pour favoriser, pour diminuer ce rapport-là, on va vouloir diminuer les produits tout en augmentant les réactifs. Et c'est comme ça qu'on va atteindre l'équilibre. Là, après ça, pour l'exprimer, ben, je mettrais pas plus x, mais je mettrais moins x dans mon tableau DRE pour atteindre l'équilibre. Oui, Rim. Rim, je t'entends pas. Je pense que tu n'as pas ouvert ton micro. J'ai dit, ce serait pas x sur 2 pour le O2 par rapport stoichiométrique? Oh, une chance que tu es réveillé. Moi, j'étais en mode vacances. Tu as tout à fait raison. Ça serait moins 2x. 2x ici. Chance que tu es là. Donc, voilà. On va regarder maintenant le prochain point. Déterminer l'impact de la constante d'équilibre si on perturbe le système en modifiant la concentration d'un réactif.
ben, une constante d'équilibre, elle est toujours constante. Et donc, de modifier la concentration de réactif, ça n'a pas d'impact sur la la constante d'équilibre. Oui, ça va faire qu'il y aura plus, par exemple, si j'augmente un réactif, bien, ça va faire que, oui, il y aura plus de réactifs. Donc, le rapport produit sur réactif, le produit sur réactif, si j'augmente les réactifs, ça va diminuer. Mais là, on ne sera plus à l'équilibre. Qu'est-ce que le système va faire? Il va favoriser la réaction directe, qui va augmenter les produits tout en diminuant un peu les réactifs, mais la perturbation est toujours plus importante que le retour à l'équilibre. Conséquence, à l'équilibre, il y aura plus de produits et plus de réactifs, mais la constante sera constante et donc une constante d'équilibre ne change jamais. Même chose pour la pression, même chose pour le catalyseur. C'est impossible de changer la constante. La seule chose qui change la constante d'équilibre, c'est la température. Et là, on se rappelle ou on ne se le rappelle pas, mais si j'augmente la température et le Kc augmente, on peut conclure que c'est endothermique. Si on augmente la température et que le Kc diminue, on peut conclure que c'est exothermique. Ça, vous pouvez l'avoir écrit sur votre feuille de notes, vous pouvez le noter comme ça. Mais pourquoi? Ben, c'est parce que, vous pouvez aussi le comprendre, si le Kc augmente, qui est le rapport produit réactif devient des produits, bien, si en augmentant la température, ça fait que la pression, le rapport, le Kc augmente, bien, ça veut dire que j'ai augmenté les produits et diminué les réactifs. Je peux donc conclure que l'énergie était ici parce qu'en l'augmentant, la perturbation, c'est j'ai augmenté l'énergie, ça a favorisé la réaction directe et donc voilà comme ça. Harry, question là-dessus, oui? Juste avant, juste avant, là, vous parliez de produits surréactifs. Oui. Vous avez dit que la perturbation était plus grande, donc je comprends pas pourquoi est-ce que les réactifs, ce serait, genre, pourquoi les réactifs augmenteraient si c'est ce qu'on a fait baisser de base. Ah, mais moi, ce que j'ai dit, c'était t'augmentais les réactifs comme perturbation. Ah, ok. Là, en augmentant les réactifs, on favorisait la réaction directe, donc on allait créer plus de produits. Comment on allait faire ça? En diminuant les réactifs, mais il va quand même avoir plus de réactifs qu'on en avait initialement. Ah, ok, c'est bon, merci. Cyrine. Est-ce que tout ça, ça vaut seulement pour le Kc ou bien pour le Kp aussi? Aucun changement. Kc, Kp, c'est toujours la même chose. Même modifier la pression, ça va Oui, avoir aucun... Ok, merci. exact. Fait que voilà, si je vous donne un problème et que à la place que la température augmente, elle diminue, ben, c'est l'inverse. Mais moi, ce que je fais, mettons que je vous dis que la température passe de 25 à 12 et que le Kc passe de 10 à la 3 à 10 à la 1. Vous avez le droit de dire que pour passer de là à là, il y a eu une diminution de la température. Mais moi, c'est juste ceux-là que j'apprends par cœur, ben, que j'ai noté sur ma feuille de mémoire parce que mon espace sur ma feuille de mémoire est limité. J'ai juste le droit à une page recto-verso. Ce que je ferais si j'étais vous, c'est que je le regarderais à l'envers et je me dirais, pour passer de 12 à 25, j'ai augmenté la température. Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Ça a augmenté le Kc. En augmentant le Kc quand on augmente la température, je peux donc conclure que c'est endothermique. Voilà comment on a. Sophia, question. En gros, c'est comme si on faisait genre, si les deux augmentent ou ils diminuent, ça devient endo. Puis s'il y en a un qui augmente puis l'autre qui diminue, c'est exo. Genre, si Oui. la flèche n'est pas du même sens, c'est exo. Oui. Ok, c'est bon, merci. Bon, c'est ça, déterminer la nature endo en voyant le changement de son Kc. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Différencier le Kc du Kp, ben, on l'a fait en début. Et résoudre finalement des problèmes avec la technique DRE. Je vous rappelle cette fameuse technique DRE-là. Si on a gardons le même exemple. Cette fois-ci, faisons-le bien parce qu'on va s'attarder à la technique DRE. Donc, 2H2O
liquide qui est en équilibre avec 2 H2 gazeux plus du O2 gazeux. Je vous rappelle, dans la technique DRE, il y a 3 façons de résoudre cette technique-là. Donc, la première, c'est la technique de la colonne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette colonne-là? C'est que D plus ou moins R est égal à E. Donc, au début, si on ajoute R ou on diminue R, bien, on va pouvoir trouver à l'équilibre, c'est quoi? Deuxième technique, c'est la technique du R. Dans les R, on va pouvoir les répondre par rapport Stokio. Et finalement, la dernière, c'est la technique avec les E. Et la technique avec les E, on le résolvera à l'aide du KC ou du KP. Donc, on va rester avec le même concept. On va essayer de voir un peu le tout. Et bien sûr, vous devez toujours barrer les solides ou les liquides parce qu'ils n'ont pas, de changement de concentration et ils ne nous servent pas dans ces problèmes de KC ou de KP. Même chose pour les unités. Je vous rappelle, bien sûr, on travaillera toujours en mol par litre dans ce tableau DRE. Fait que si je vous dis que j'ai à l'équilibre 10 mol par litre de H2. On va y aller en kilopascal pour parler de Kp. J'ai 10 kilopascal de H2. Si au début, j'avais J'avais 15 kilopascal de O2 et le KP est égal à 5. Quelle pression? On va y aller. Quelle quantité en mol à 25 degrés Celsius dans 2 litres de H2 était présent. Donc, à l'équilibre, j'ai 10 kPa de H2. Si au début, j'avais 15 kPa de O2 et que mon Kp est égal à 5, quelle quantité en mol à 25 degrés Celsius de H2 était présent? L'objectif, c'est de trouver cette valeur-là. On veut savoir quelle quantité de H2 on avait initialement. Et on sait qu'à l'équilibre, on en avait 10 kPa. Si on peut mettre en kilopascal aussi dans notre tableau DAE, si on est pour un Kp, alors qu'on va travailler en mol par litre dans un KC. Et qu'au début, on a 15 kilopascal de ceci, donc on a 15 kilopascal de ceci. C'est la seule information qu'on a. Cependant, vous remarquez que vous avez que le Kp est égal à 5 et le Kp, ben, c'est en E qu'on peut trouver, donc merveilleux. Comme il me manque une seule valeur dans le E, avec le Kp, je peux le trouver. Et donc, je sais que mon Kp, c'est égal à 10 à la 2 fois x, parce que ça, c'est mon inconnu, c'est x. Et ça, je sais que c'est égal à 5. Conséquence, ben, je peux faire 5 divisé par 10 à la 2. Ça me donne 0,05.
Et donc, on sait qu'à l'équilibre, il me reste 0,05. Et là, j'ai le début et ce qu'il y a à la fin. Je peux donc conclure que j'ai perdu 14,95 kilopascal de O2. Comme j'en ai perdu ici, je peux conclure que lui aussi, j'en ai perdu. Ça voudrait dire que j'ai favorisé la réaction inverse dans le R comme ceci. Le R, faites attention, c'est pour rapport stoichiométrique, donc c'est 14,95 fois 2, ça me donne 29,9. Si j'avais moins 29,9, ben, au début, je devais en avoir combien? Je devais en avoir 39,9. On est presque rendu. On sait donc que la pression de mon H2 au début, c'est 29,9 kilopascal. Moi, je veux savoir le nombre de moles qui est égal à combien si on est dans un volume qui est égal à 2 litres, si j'ai une température qui est de 298 Kelvin. Et là, j'ai P, V, T, R, il me manque que N. Donc, PV est égal à nRT. Pression de 29,9, volume de 2. On cherche le nombre de moles, 8,31 fois la température qui est de 298. Ça me donne un total de 0,024 mol qui est égal à N. Arige, vas-y. Juste pour être sûr, tableau DRE et DRF, c'est la même chose. Presque. C'est quoi la différence entre le E et le F? Le Je le vois de la E, même c'est façon. qu'il va rester à la fois des réactifs et des produits. Il n'y en a aucun qui va être égal à 0. Tandis que Mais en ce moment, c'est vu que c'est liquide, il y a genre. ouais, ben, il y en on- a, mais on ne sait pas c'est quoi, mais c'est pas intéressant. Si c'était Ok. DARF, ben DARF, ça voudrait dire qu'il y en a au moins un des trois qui est égal à 0 à la fin. Parce qu'il y a une réaction complète, c'est un des deux réactifs qui va être égal à 0. Dans ce cas-là, Ok. ça tient. Ok, merci. Maude, vas-y. Je comprends pas pourquoi on a fait avec 29,9 dans PVNRT, alors qu'au début, on avait 39,9. Moi non plus. Merci. Ah, OK. 39,9. 39,9. Si je l'avais stocké sur ma calculatrice, donc ça fait 39,9 fois 2 divisé par 8,31 divisé par 298 donne 0,032. Chance, t'es là, Maud. Cyrine, c'est la même question? Merveilleux. Ouais. Merveilleux. Chance, t'es là, toi aussi, Cyrine. Si je fais là, vas-y. Ça veut dire quoi le truc que vous avez fait? Le D plus ou moins R est égal E. Ça veut dire que si j'ai le D et le R, je peux trouver le E. Si j'ai le E et le R, je peux trouver le D. C'est juste le D. Là, après ça, le R, c'est soit positif ou négatif. Dans mon cas ici, c'est un négatif. Fait que je peux faire 39,9 moins 29,9. Donc, D moins R me donne le E. Ok, C'est merci. la formule pour trouver, remplir une colonne. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merveilleux. On peut donc conclure que le 8.1 est derrière nous. Reconnaître un acide ou une base selon Arrhenius ou selon Bronsted, déterminer l'acide et la base conjuguée dans une réaction acido-basique et reconnaître un amphotère. On va faire ces deux critères-là ensemble. Si j'ai une réaction qui est du HBr plus du CH3N qui donne du CH4N plus du Br-, par exemple. Donc, voici une réaction acido-basique. Une réaction acido-basique, ce n'est pas une neutralisation acido-basique. Une neutralisation acido-basique, on se rappelle, c'est un acide plus une base donne toujours un sel plus de l'eau. Ce n'est pas le cas ici, c'est vraiment juste un acide avec une base qui vont s'échanger un H+. Et donc, selon mon bon ami
Bronsted et Laurie, ben, un acide va être un donneur de H+, alors que la base sera un receveur de H+. Fait que ce qu'il faut voir, le HBr, ici, il perd son H, il le donne au CH3N, et donc, bon, c'est pas bien grave, le CH3N n'existe ça n'existe pas, ça existe. Donc, donc, cette réaction-là se fait, donc le H s'en va à l'autre, et là, c'est pour ça qu'il a reçu un H, c'est pour ça qu'il a passé de 3 à 4, et il a reçu un plus, c'est pour ça qu'il est devenu plus, parce qu'il a reçu un H+. Le HBr, lui, il a perdu son H, c'est pour ça qu'il est devenu juste du Br-, c'est pour ça qu'il est devenu juste du Br, et comme il a perdu un plus, ben maintenant, il est rendu négatif. Vous remarquez que ça ici, c'est neutre, il n'y a pas de charge et il n'y a pas de charge. Bien, ça ici, c'est également neutre parce que plus 1 moins 1, ça donne 0. On peut donc conclure que ceci est l'acide parce qu'il a donné son H, alors que ceci est la base parce qu'elle a reçu un H. De l'autre côté, on peut faire la même chose. On peut se dire que pour revenir à son point de départ, bien, le CH4 va donner un CH au Br- pour devenir du HBr, pour revenir du HBr. On peut donc conclure que le CH4N et N+ est un acide et que le Br- est une base. Pour les différencier, on dira qu'ils sont des bases conjuguées et des acides conjugués parce qu'ils sont dans les produits. Donc voilà, c'est ça la base de la théorie de Bronsted. On peut déterminer l'acide, la base, l'acide conjugué et la base conjuguée dans une réaction acido-basique. Donc voilà, je vous demande également d'être capable de reconnaître un amphotère. C'est quoi un amphotère? C'est qu'il peut agir comme une base ou qu'il peut agir comme un acide. Pour être un acide, il faut qu'il soit un donneur de H+. Pour être un donneur de H+, nécessairement, il faut qu'il ait un H dans sa molécule. Et pour être une base, il faut qu'il soit un receveur. On va mettre ça dans le couleur. C'est-à-dire, pour être un donneur de H+, on va mettre ça en rouge parce que les acides, c'est rouge. Donc, ça nous prend le H de l'acide. Et pour la base, bien, il faut que ça soit un receveur de H+. Comment ça va recevoir des H+? Nécessairement, il faut que ça soit négatif. -1, -2, -3, ce n'est pas important, mais il faut qu'il soit négatif pour être capable de recevoir un H+. N'importe quoi qui ressemble à ça va être un amphotère. Donc, H, mettons, mettre ça, HPO4-, ben, c'est 2-, HPO4 2- est un amphotère parce qu'il a à la fois le H de l'acide et il a le moins de la base. Arige, vas-y. C'est quoi les amphotères qui sont les plus susceptibles de revenir en examen? N'importe quelle molécule qui a un H et qui est négatif. Ok, c'est bon, merci. Je vais tout de suite faire un petit aparté avec être capable d'écrire des équations d'acide dans de l'eau et de base dans de l'eau. Donc, on va prendre ce HPO4-là et on va se dire s'il agit comme un acide. Donc, s'il agit comme un acide, on va le mettre en rouge. Et donc, notre HPO4 2-, il va agir comme un acide. Et donc, qu'est-ce que ça fait un acide? Un acide, c'est un donneur de H. Il va le donner à qui? Il va le donner à de l'eau liquide. Cette eau liquide-là va recevoir un H et donc elle va devenir du
H3O+. Le HPO4 2-, lui, il va avoir perdu son H, donc il va plus lui en rester, ça va être du PO4. Comme il a perdu un plus, il est rendu maintenant 3-. On remarque que la charge de tout ça ici, c'est 2-. La charge de tout ça ici, c'est plus 3-, c'est aussi 2-. Donc, nos charges sont bonnes. Par contre, cette même... Oui, Cyrine, vas-y. Il faut que ça soit de l'eau avec un aphotère. Oui, oui. Un amphotère doit être aqueux pour pouvoir donner et recevoir des H. D'accord, merci. Si par contre, c'est une base, ben, ça veut dire que ce HPO4 2-, même concept, va réagir avec de l'eau, mais à la place de donner son H comme on avait fait tantôt, parce que lui, il a donné son H ici, c'est l'eau qui agit comme acide, et donc c'est l'eau qui va donner son H au HPO4-. C'est ce qui va se passer, c'est que le H2O, lui, il va devenir du OH-, il va avoir perdu un H et perdu un plus, donc il est rendu moins, alors que le HPO4- va recevoir un H, il va maintenant en avoir 2, et il va être du PO4-1, parce qu'il a reçu un H+, il était 2-, donc il lui reste encore une charge négative. On remarque que globalement, ici, la charge est de 2-. Globalement, ici, la charge est de 2-. Donc, fantastique, on a nos bonnes charges là-dedans. Maude, vas-y. Comment on fait pour savoir c'est quelle situation qui va vraiment se produire si c'est un acide ou une base? Ça va être écrit dans le problème. Si je te donne le cas B de la réaction, c'était une base. Si je te donne le cas A, je vais te dire que c'est un acide. Si je te dis le HPO4-2-, lorsque je le mets dans l'eau, a un pH de 5,3, il faut que tu sois capable de comprendre que ça donne un pH acide et donc c'est un acide. Si le pH était de 12, il faut que tu conclues que, oh, quand je l'ai mis dans de l'eau, ça l'a fait un pH basique, donc le HPO4-2- est une base. Ok, merci. Déterminer le pH à partir de la concentration de l'hydronium H3O+, et vice-versa. Ça, c'est, vous devez connaître les formules. Les formules, c'est 10 à la moins pH nous donne la concentration de H3O+. Et l'inverse, c'est moins le log de la concentration de H3O+, qui donne le pH. Avec ces deux formules-là, vous devez être très à l'aise. C'est une concentration, donc c'est en mol par litre, bien sûr. Et donc, je veux savoir, 10 à la moins pH va nous donner la concentration d'H3O+. Si j'ai le H3O+, donc la concentration, moins le log de tout ça me donnera le pH. Déterminer la concentration du H3O+ ou du OH-, on sait que la troisième formule que vous devez connaître, c'est que H3O+ fois OH- te donne toujours 10 à la moins 14. C'est pas vrai que ça donne toujours 10 à la moins 14, mais dans un examen, on sera toujours à 25 degrés Celsius et donc vous pouvez conclure que H3+ fois OH- donne toujours 10 à la moins 14. Oui, Cyril. Pour l'exemple du HPO4 de tantôt, vous avez dit que si on nous donne un Ka ou un Kb, on pourra différencier la situation. Mais je ne comprends pas pourquoi on aurait à avoir un Kb ou un Ka. Je pourrais te demander, justement, faire des problèmes de Ka. Je pourrais te demander déterminer le pH à partir de son Ka et de la concentration initiale. Je pourrais te demander le Ka du HPO4 2- est de 2. Si sa concentration au début est de 0,05, quel est son pH?
Là, ici, vous remarquez qu'on vous dit la constante d'acidité du HPO4 2-. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que le HPO4 2- agira comme un acide. Et donc, c'est cette réaction-là qui nous intéresse. Et donc, ça nous donne quelque chose comme ceci. On a, je vais juste effacer ça, ça et ça. On sait qu'au début, on en a 0,05. Ça, c'est de l'eau, il ne nous intéresse pas. Et qu'au début, on n'a pas de H3O+, puis on n'a pas de PO4 3-. Pour trouver le pH, le pH, c'est la concentration de H3O+, donc c'est la concentration de H3O+, qui nous intéresse. Cyrine, t'as-tu ça ta question? Je t'ai coupé. Tu peux finir. Non, c'était ça. OK, parfait. Donc, là, on n'a pas d'autres informations, malheureusement. Quand on n'a pas d'informations, c'est l'algèbre qui va venir nous sauver. Et dans ces problèmes de Ka-là et de Kb-là, je vais l'écrire, c'est important, c'est un seul H+ qui est donné ou reçu. Ça serait mieux, reçu. Dans les problèmes de K et de Kb, oui, c'est vrai que là, ça, c'est pas si vrai que ça parce que ça nous donne. Ça, c'est pas du tout un acide, il n'y a pas de H. Mais si on avait pris du H2PO4-, puis ça aurait donné du HPO4 2-. C'est vrai que ça, c'est encore un acide, mais on ne connaît pas son Ka, donc on ne va pas faire qu'il a donné 2 H2O. C'est un seul H+, ou un seul qui va être donné ou qui va être reçu dans cette réaction-là. Il a donné un seul H+, pour arriver à cette réaction-là. Conséquence, dans les problèmes de Ka et de Kb, il n'y a jamais de rapport stoichiométrique. C'est toujours des rapports 1 pour 1, donc c'est toujours moins X, X et X que nous allons trouver ici. Donc là, ça va nous donner 0,05 moins X, ça va nous donner X, ça va nous donner X. Et donc, on sait que 2, parce que le Ka, il est de 2, ça donne X2, donc X fois X, sur 0,05 moins X. Donc là, ça a l'air de quoi? Ça donne X2 est égal à 2 fois 0,05, donc 0,1 moins 2X. Et là, je vais tout envoyer de l'autre côté. Ça va me donner 0 est égal à X2 plus 2X moins 0,1. Je vais faire le mode 22 sur ma calculatrice. Un A de 1, un B de 2 et un C de moins 0,1. Ça va me donner 0,0488 et moins 2,048. Donc, bien sûr, celui-là, je le rejette. Je ne le rejette pas parce qu'il est négatif, je le rejette parce qu'à l'équilibre, il va me donner une valeur négative. Ça voudrait dire qu'à l'équilibre, j'ai moins 2,048 mol par litre de H3+, ce qui est impossible. Par contre, le 0,0488, ça existe. Et ça peut valoir la peine de le valider. Essayons-le. 0,0488 à la 2 sur 0,05 moins 0,0488. Ça me donne combien? Mode normal. 0,0488 à la 2 divisé par 0,05 moins 0,0488. Ça donne 1,985. Donc, ça fonctionne très bien. Ça veut dire que cette valeur-là fonctionne bien. Là, après ça, on n'a pas terminé parce qu'on sait que nous, on veut le pH. C'est moins le log de la concentration de H3O+, 0,0488 qui nous intéresse. Donc, moins le log de 0,0488. Ça donne un pH de 1,31, qui est la réponse qu'on recherche. Arrive question. Je ne suis pas sûre de comprendre le un seul H+ qui est donné au reçu. Mettons que tu as
mettons que j'ai du H2CO3, puis c'est un acide. Qu'est-ce que ça fait un acide? Ça va donner à l'eau. Ça va donner ici. Tu serais tenté de dire, hey, il y a 2 H. Il va donc donner 2 comme ceci. Fait que ça va donner 2 H2O. Ça va donner 2 H3O+. Et mon H2CO3 va avoir perdu ces 2 H pour former du CO3 2-. Là, ça a un gros problème que ce n'est pas la bonne équation. Et en plus, tu as des rapports stoichiométriques, puis ça devient pas réalisable. Une constante en un Ka, c'est toujours un seul H qui va être donné. Donc, ça va toujours être un seul H qui va être donné à l'eau. Donc, ça va donner toujours un seul H3O+. Et donc, mon H2CO3 va perdre un seul de ces 2 H pour donner du HCO3-. C'est ça la bonne équation d'acide du H2CO3. Ok, merci. Et est-ce que c'est la même chose pour le KB? Même chose pour le KB. Ok, merci. Sveta, vas-y. Donc, on essaie d'éviter les coefficients, Dans Ka et KB, il n'y a jamais de coefficient. à part 1. Bon, ouais, c'est ça. Mais on ne les écrit pas. Ok, c'est bon, merci. Rim, vas-y. Que voulez-vous dire par il y aura des rapports stoichiométriques? Est-ce que c'est à cause des coefficients? C'est ça. Donc, il y aura, comme il n'y a pas de coefficient, il n'y a pas de rapport stoichiométrique dans les Ka et les KB. Jamais. Nada. Comment on peut savoir c'est quand qu'on utilise un tableau DRE ou DRF? Un DRE, chaque fois que c'est un équilibre, c'est un tableau DRE. Chaque fois que c'est une réaction complète, comme un acide fort, là, ça va être un DRF. Ok, parfait, merci. Allons-y pour, on va sauter là. Si je vous demande différencier un acide fort d'un acide faible, on va tout de suite le faire. Pour les besoins, je vais te donner une base faible, mais c'est le même concept pour un acide. Si on a... OK. Si je vous dis que le NH3 est une base forte, je m'en excuse si vous avez la rigueur chimique. Non, le NH3 n'est pas une base forte, mais pour les besoins du problème, ça le sera. Donc, ça va nous permettre de voir un peu comment on est capable de procéder à tout ça. Je vous dis, c'est quoi le pH de la solution si j'ai 0,1 mol par litre de NH3. Comme c'est une base forte, une base, qu'est-ce que ça fait? Ça va recevoir un H. Là, ça va recevoir un H de qui? De l'eau. H2O liquide. Il va donner, et ce H-là va le donner au NH3 pour former du NH4+ et du OH-. Vous remarquez que j'ai mis une flèche de base forte ou d'acide fort pour dire que ça le réagit complètement. Conséquence, dans notre tableau, ça va être un tableau DRF, pas un tableau DRE, parce que c'est une réaction complète. Comme c'est une réaction complète, on sait qu'à la fin, il ne restera pas de NH3. Comme il ne restera pas de NH3, on savait qu'initialement, on avait 0,1 ici. On peut donc conclure qu'il n'y a pas de produit initialement. On peut donc conclure, comme j'ai le D et le F, que j'ai perdu 0,1. Là, ici, dans une base forte et un acide fort, il peut y avoir des rapports stoichiométriques, mais dans mon cas, il n'y en a pas parce qu'il ne peut pas recevoir plus de H+ que ceci, parce que l'ammonium, c'est un ion polyatomique stable, il ne peut pas en recevoir plus, il ne peut pas être du NH5 2+. Ça n'existe pas. Ce qui veut dire que ça fait plus 0,1 plus 0,1 et on obtient 0,1 de OH. C'est ça qui m'intéresse parce que c'est ça qui va me permettre de trouver
le pH. On sait que H3O plus fois le OH moins donne 10 à la moins 14. Et donc, comme j'ai 0,1 ici, je peux trouver mon X est égal à 10 à la moins 14. 10 à la moins 14, ça vaut la peine de le calculer, de s'assurer qu'on ne le fait pas 10 EXP moins 14, mais bien 10 chapeau moins 14 divisé par 0,1. Ça me donne 1 fois 10 à la moins 13, qui est le H3O+. Et donc, mol par litre ici, mol par litre ici. Ça me donne donc moins le log de ce 1 fois 10 à la moins 13. Et ça me donne un pH qui est égal à 13. Donc voilà, problème de base forte là-dedans. Oui, Phil. Une base forte, ce serait pas également pas une dissociation, ouais, une dissociation électrolytique? Oui, tout à fait. Ok, mais pourquoi dans ce cas-là, ce l'est pas? Parce qu'il n'y avait pas de OH. Ok, s'il y a du H comme un AOH, c'est juste une dissociation électrolytique. Exact. Tout à Parfait. fait. Nada, vas-y. Est-ce que toujours dans une réaction complète, à la fin, il reste plus de réactif, donc c'est 0? Tout à fait. Ok, merci. Sirène. Est-ce que c'est toujours précisé si c'est une base forte ou une base faible? Oui. Et est-ce que une base forte, ça réagit toujours dans l'eau? Ben là, c'est ça. Oui, ça réagit toujours dans l'eau, mais la majorité des bases fortes, les vraies bases fortes, que ça soit du MgOH 2 fois, du AlOH 3 fois, du NaOH, ça, c'est pas de parenthèse, NaOH. Toutes ces molécules-là, ce sont tous des bases fortes. Vous ne devez pas les connaître. Ça va être spécifié dans le problème. Mais comme ils ont déjà le OH, ben, ça va faire comme Réma dit, ça va faire une dissociation électrolytique. Donc, ça va donner du Mg2+, et 2 OH-. Ça va donner du Al3+, plus 3 OH-. Ça va donner du Na+, plus du OH-. Et donc, oui, ça réagit dans l'eau, parce que oui, il faut que ça se fasse dans de l'eau pour se séparer en ions, mais l'eau ne réagit pas. Nada qui m'a posé la question? Non, c'était moi, mais ça veut dire que peu importe si on met dans les réactifs le H2O ou bien pas, ça va faire la même chose? Oui, ça va faire la même chose. En fait, l'important, c'est que ça crée du OH-. C'est juste que là, ici, si tu mets le H2O comme étant un réactif, ça ne fonctionne pas. Fait que quand tu as déjà dans ta base, tu as déjà du OH-, tu auras juste besoin de le séparer, faire une dissociation électrolytique. D'accord. Yasmine, vas-y. Je sais jamais quand il faut mettre du H2O ou genre du H3O. Je fais pas la différence entre les deux. Ben, il faut toujours mettre du H2O dans les réactifs, sauf si c'est une base forte qui a déjà du OH- dans sa molécule. Mais on ne mettra jamais plus H3O+. Hein. Par contre, ça se peut que ça crée du H3O+. Ça va créer du H3O+, si c'est un acide, parce que l'eau, en recevant un H, va devenir du H3O+. Je comprends. Si on veut y aller avec la formule générale, pour un acide, ça va toujours être H plus X plus de l'eau qui va donner du H3O+, plus du X-. C'est quoi le X? Ça peut être n'importe quoi. BR, ça peut être Cl, ça peut être CH3CO, ça peut être n'importe quoi, mais c'est toujours tout sauf le H qui va être moins. Pour une base, ça va toujours être Y plus H2O donne du OH- plus du HY+.
c'est quoi le Y? Ça peut être n'importe quoi. NH3, CH3N, NH2, NH2, n'importe quoi, mais tu vas juste lui rajouter un H et le mettre positif. Ok, merci. Avec ça, on vient de voir quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on vient de voir le problème de KB, je ne vais pas en faire, c'est exactement la même chose que le KA, mais à la place d'avoir à la place d'agir comme un acide, il va agir comme à la place d'agir comme un acide, il va agir comme une base. Si vous avez de l'intérêt, dites-moi là, je peux en faire un, il n'y a pas de problème. Rim? À part le fait qu'avec un acide fort, c'est une réaction complexe et qu'un acide faible, c'est de l'équilibre, c'est quoi une autre différence entre les deux? Parce que les deux, à la fin, finissent avec un H3O+ et un ion négatif. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre différence pour les différencier les deux, ou vous allez indiquer si c'est un acide faible ou fort? Ça va toujours être indiqué dans le problème. La différence, c'est que l'acide fort va donner tous ces H+, contrairement à l'acide faible qui n'en donne que un. D'accord. Yasmine aussi? Vas-y. Non, ça va. Génial. Cyrine, vas-y. Comment un acide fort peut donner tous ces H+? Comme dans le laboratoire, vous aviez du H2SO4, mais le H2SO4 va donner à 2 H2O du 2H3O+, plus du SO4, 2-. Il va donner toutes ces H pour n'en avoir plus du tout. Par contre, si c'était un acide faible, ça serait spécifié dans l'examen, tu le mettrais sous forme d'équilibre, et là, il ne donnerait qu'un seul de ces H. Comme ça. D'accord. Est-ce que ça veut dire que l'autre, il va en recevoir... Parce que le SO4, il était tout seul. Ouais. Et qu'est-ce qui s'était passé avec le H3O? C'est qu'en fait, il y avait le H2SO4 avait donné un H à un H2O et il avait donné un H à un deuxième H2O. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait 2 H3O+, parce qu'il y avait 2 molécules d'eau qui avaient reçu chacun un H3O+. Un H+, excuse-moi. Qui a reçu quoi? Le H2SO4 a 2 H à donner. Il donne un premier H à un premier H2O pour former un H3O+, et il va donner son deuxième H à un deuxième H2O. C'est pour ça que maintenant, il y a 2 H3O+. Donc, c'est H2SO4 plus 2 H2O qui donne 2 H3O+. Si c'est une réaction, et là, c'est important, c'est une réaction complète. C'est un acide fort. Ah, parce qu'on ne peut pas juste écrire H4O. Non, ça n'existe pas du H4. Ah, d'accord. Dernière chose qui nous reste, ce sera les problèmes de KPS. Les problèmes de KPS, je vous le rappelle, les problèmes de KPS, ce sera toujours des sels. Donc, dans les réactifs, ce sera toujours un solide. Et de l'autre côté, ce sera toujours 2 aqueux. Si on essaye d'en faire un complexe, mettons du NH4, 2 SO4. C'est les ions polyatomiques que vous devez connaître. Je vous rappelle, NH4, SO4, NO3, PO4 et OH-. Ce sont les 5 que vous devez connaître avec leur charge. Et donc, vous savez que le NH4 va toujours être plus et vous savez que le SO4 va toujours être 2-. Les indices deviennent des coefficients comme ceci. Et donc, voilà comment on est capable de faire la dissociation électrolytique du sulfate de diammonium. Comme c'est un solide, on va le barrer parce que dans le DRE, on est à l'équilibre. Excusez, on n'utilise pas le tout, donc on n'utilise pas le réactif. Je vois des mains qui se lèvent, donc je vais prendre une pause. Rim, vas-y.
Est-ce que ce sont des réactions à l'équilibre malgré le fait que ce soit des dissociations électrolytiques parce qu'à la fin, quand ils atteignent le point de saturation, il reste un dépôt, donc ils redeviennent solides, c'est ça? Fantastique. Très, Parfait. très bien. Sveda, vas-y. Dans l'exemple que vous avez donné pour le H2SO4, pour acide fort, c'est plus 2H2O. Ouais, c'est ça. Et pour acide faible, ça, c'est genre plus H2O. Et dans les produits, il y a HSO4 de moins. Non, attends. Si c'est un acide fort, c'est 2H2O donne 2H3O plus du SO4 2 moins. Le AF, c'est un très mauvais. Acide fort. Si c'est un acide faible, ben là, ça va être du H2SO4 plus du H2O, un seul H2O qui est en équilibre avec un seul H3O plus. Et donc, ça donne du HSO4 moins. Ok, c'est bon, merci. Voilà, donc si je vous disais que le KPS est égal à 4 fois 10 à la moins 8, quelle est la concentration de NH4 plus à l'équilibre? Ben, c'est la seule information qu'on a. Ce qu'on sait, c'est qu'initialement, il n'y a pas de produit. Donc, on commence à zéro et on va en former. Donc, on va avoir, malheureusement, on n'a pas d'information. C'est l'algèbre qu'on va devoir utiliser. On va utiliser le terme 2x ici et x. Vous auriez le droit d'utiliser aussi x et x sur 2. Ça reviendrait au même. Si vous préférez, c'est possible aussi. Mais moi, j'aime mieux utiliser le coefficient et le remettre dans le R là-dedans. Ce que ça me donne à l'équilibre, ça me donne 2x de NH4+, et du SO4, donc 2 moins qui est x. Notre KPS, c'est produit de NH4 plus à la 2. Donc, ça va être le 2x au complet qui est à la 2, multiplié par le SO4 à la 1, donc juste x. Qu'est-ce que ça me donne? 2 à la 2, ça me donne 4. X à la 2 fois x, ça me donne x à la 3. Donc, ce que je vais avoir, c'est 4 exposant moins 8 divisé par 4 racine cubique de tout ça. Ça me donne x est égal à 0,0022 mol par litre. Comme moi, je veux le NH4+, qui est 2x, ça va me donner 0,0044 mol par litre. Donc, voilà, je pense qu'on a fait une très belle révision de tout ça. Là, bien sûr, le défi qui est de 8 points sur 36, qui est un des 3 numéros préparés à l'avance que vous avez déjà. Ce sont ces 3 numéros-là que vous devez comprendre et voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou sur d'autres problèmes que vous voudriez faire avant de vous laisser profiter de votre belle fin de semaine de 4 jours qui a été amputée par votre vilain prof de chimie? Cyrine, vas-y. Est-ce que vous pourriez faire le numéro Dru des notes de cours? Parce que je n'avais pas compris. Oui, pas de problème. Fait que les notes de cours. Fait que oui, vous pouvez quitter si jamais vous ne voulez pas rester pour la séance de questions. Je ne vais pas du tout le prendre personnel. Merci de vous être déplacé pendant votre journée pédagogique. Si jamais vous aviez une cravate, je vous rappelle, je vous demanderai une photo remind pour pouvoir vous donner votre point bonus là-dedans pour votre labo sur le KPS. Notes de cours.
OK. Dernière page. Donc, on a sursaturé 1 litre de NaBr. Là, on remarque que c'est un solide. Comme c'est un solide et que c'est un KPS, bien, on peut barrer le solide qui est là. Comme on a 4 moles par litre de solubilité molaire, la solubilité molaire, c'est ici le R dans les réactifs. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne peut pas l'écrire, le 4, comme c'est dans une partie barrée, mais on peut faire des rapports stoichiométriques avec ce 4-là pour dire que j'en ai 4 et j'en ai 4. À l'équilibre, comme j'en avais pas initialement, j'ai 4 et 4 de Na+, et de Br-. Ce qu'on a ici, c'est qu'on a rajouté 6 moles de NaCl et on sait que le NaCl va se séparer en Na+, et en Cl-. Comme on a 6 moles de ça et qu'on se dit qu'il se dissout complètement, on pourrait même faire un petit rappel que c'est un tableau DRF, pas DRE, DRF, où on en a 6 qui ont réagi et donc il n'en reste plus à la fin, 0. Conséquence, on en a plus 6 ici et plus 6 ici. Conséquence, à la fin, on a 6 moles de Na+, de plus. Et donc, ça veut dire qu'on n'en a plus 4. On en a maintenant 10. On n'a pas changé le Br-, on en reste avec 4 moles par litre de Br-. Là, comme on a augmenté les produits, le système n'est plus à l'équilibre. C'est pour ça qu'on est rendu dans le D, on n'est plus à l'équilibre. Le système va vouloir retrouver l'équilibre en favorisant, en s'opposant au changement. Comme j'ai augmenté les produits, il va tenter de les diminuer en faisant une réaction inverse. Donc, il va perdre X et perdre X ici. Comme le R, c'est pour rapport stoichiométrique, mais comme je n'ai pas de rapport stoichiométrique, je n'ai pas à m'en préoccuper. J'obtiens donc 10 moins X et 4 moins X. Et là, c'est ça l'important de ce problème-là, c'est que le DRE, le E, c'est la constante d'équilibre, et cette constante d'équilibre-là, elle est constante. Conséquent, je peux dire qu'ici, j'ai 16, parce que 4 fois 4, 4 à la 1 fois 4 à la 1 me donne 16, mais ici aussi, j'aurai 16, et donc je peux conclure que 16 est égal à 10 moins X fois 4 moins X. Est-ce que ça va? Pour le 4 que vous avez mis au NaBr, comment vous savez qu'il faut mettre 4 parce que c'est écrit solubilité molaire? Parce que la solubilité molaire, là, la solubilité molaire, c'est toujours le R dans ton réactif. C'est dans les faits utiles de ton KPS. C'est le nombre de moles qu'on est capable de dissoudre dans 1 litre. C'est donc qu'on est capable de faire réagir moins 4 moles par litre de NaBr. D'accord, merci. Sveta, vas-y. Moi, c'était une question sur les points bonus et les cravates. Est-ce que c'est un point bonus par labo? C'est dans ton dernier laboratoire qui reste. Tu vas avoir un point bonus sur 40 si tu avais une cravate aujourd'hui. Et si c'est les 2 personnes qui... Chaque personne, les points bonus, c'est individuel. Ah, ok. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Fantastique. Je vous dirais donc de profiter pleinement de cette journée ensoleillée et je me souhaite un bon barbecue avec mes collègues. Bonne journée à tous. Monsieur, est-ce que le 16, c'est un KPS?